Salam alaikum. Nous allons achever notre chapitre sur la programmation graphique avec la quatrième section qui s'intitule les gestionnaires de placement ou bien les layouts. Un gestionnaire de placement est un objet qui contrôle le placement et le dimensionnement des composants qui sont situés à l'intérieur de la zone d'affichage d'un conteneur. Et il ressemble au gestionnaire de fenêtres d'un système d'affichage. Donc chaque conteneur, par exemple les conteneurs qu'on a vus, il y a le JWindow, JPanel, JFrame, etc. Donc chaque conteneur possède un gestionnaire de placement par défaut et il est possible de modifier ce gestionnaire de placement en utilisant la méthode setLayout. Swing possède plusieurs gestionnaires de placement qui implémentent des méthodes de disposition courantes. Nous citons quelques-uns des gestionnaires de placement de Java. Il y a le Flow Layout, Grid Layout, Border Layout, Card Layout, Box Layout, Grid Back Layout et Spring Layout. Par la suite, nous allons détailler quelques-uns ou bien les gestionnaires de placement les plus utilisés. Nous commençons par le gestionnaire de placement Flow Layout. C'est qui est le gestionnaire de placement par défaut du conteneur JPanel. Ce gestionnaire, c'est-à-dire ce Flow Layout, place les objets sous leur taille préférée de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire, il va commencer à placer les composants de gauche vers la droite et du haut vers le bas. Nous allons voir ensemble un exemple de l'utilisation du gestionnaire de placement Flow Layout. D'abord, nous allons importer toutes les classes du package Swing. Après, il y a la création de la classe fenêtre qui hérite de JFrame. Ensuite, nous allons déclarer 5 boutons. C'est-à-dire, nous allons créer des boutons, des composants de type bouton et nous allons l'ajouter à notre JFrame. Pour créer des boutons, nous allons utiliser la classe JButton et puis nous allons lui allouer la mémoire et puis lui donner une étiquette. Par exemple, l'objet B1 de type JButton va avoir l'étiquette bouton 1. L'objet B2 aura l'étiquette bouton 2, etc. jusqu'au bouton 5. Ensuite, nous allons créer un panneau de type JPanel. Ensuite, dans le constructeur, nous allons ajouter un titre à notre JFrame. Nous allons l'appeler Flow Layout. Ensuite, nous allons changer ses dimensions en lui donnant 300 pour la largeur et 100 pour la hauteur. Après, nous allons mettre Set Default Close Operation on Exits on Close, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton rouge, nous allons fermer le frame. Ensuite, nous allons ajouter les 5 boutons au panneau avec l'instruction ou bien avec la méthode add. Donc, nous allons faire panneau.add B1, panneau.add B2, B3, P4, B4 et B5 pour ajouter les 5 boutons au panneau. Une fois ajouté au panneau, nous allons ajouter le panneau au JFrame avec l'instruction add panneau. Et finalement, nous allons rendre le frame visible avec l'instruction setVisibleTrue. Et ça, c'est l'appel au constructeur qui va exécuter le programme et qui va nous afficher la fenêtre suivante avec les 5 boutons qui sont placés avec le gestionnaire de placement par défaut qui est le Flow Layout. Passons maintenant au deuxième layout, ou bien deuxième gestionnaire de placement qui s'appelle Border Layout. Et c'est le gestionnaire de placement par défaut de JFrame. C'est-à-dire lorsqu'on souhaite ajouter des composants directement à un objet de type JFrame, donc ce n'est pas la peine de changer le gestionnaire de placement si on souhaite placer les objets ou bien les composants avec le gestionnaire Border Layout parce que c'est le gestionnaire par défaut. Donc le Border Layout place les objets
à des emplacements particuliers du cadre, comme le nord, le sud, est, ouest et centre. Donc Border Layout, c'est un gestionnaire qui a 5 emplacements. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Passons maintenant à un exemple dans lequel nous allons utiliser le gestionnaire de placement Border Layout. D'abord, nous allons importer la classe Border Layout et puis nous allons importer aussi toutes les classes du package Swing. Dans la classe exemple qui hérite de JFrame, nous allons créer les 5 boutons. Le premier bouton Nord qui a l'étiquette Nord, et puis deuxième c'est Ouest qui a l'étiquette Ouest. Ensuite il y a le Sud, et puis il y a le Centre et finalement il y a l'Est. D'accord, là on a créé les 5 boutons. Ensuite dans le constructeur de la classe, nous allons donner un titre à notre JFrame. Donc nous allons lui donner le titre Border Layout et puis nous allons changer les dimensions de notre JFrame. Nous allons lui donner 300 de largeur et 250 de hauteur. Et puis nous allons programmer le bouton croix, c'est-à-dire lorsqu'on clique dessus, on va fermer le JFrame. Et après, nous allons ajouter les différents boutons à JFrame avec l'instruction add. Nous allons faire add qui demande en entrée 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'objet ou bien le composant qu'on va ajouter. Le deuxième, c'est la position ou bien l'emplacement dans lequel on va l'ajouter. Pour le faire, nous allons ajouter le composant nord ou bien le bouton nord dans borderlayout.north, c'est-à-dire nous allons ajouter le bouton nord dans la partie north ou bien nord du border layout. Ensuite, nous allons ajouter le bouton ouest dans la partie ouest du border layout. La même chose pour le sud, on va l'ajouter au south. Pour le bouton centre, on va l'ajouter au center de border layout. Et finalement, il y a l'ajout de est dans la partie east du border layout. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord créé les boutons et puis on les a ajoutés aux différents emplacements du border layout. Et finalement, nous allons rendre le JFrame visible avec l'instruction set visible true. Une fois appelé le constructeur de la classe, nous allons avoir l'affichage suivant. Passons maintenant au troisième gestionnaire de placement qui s'appelle Grid Layout. Il est possible de changer le gestionnaire de placement par défaut et d'imposer celui qui vous convient. Par exemple, nous pouvons utiliser le gestionnaire de placement Grid Layout qui représente les composants sous forme d'un tableau. Voilà un tableau qui contient 3 lignes et 2 colonnes. Voilà un exemple qui nous permet de créer ce gestionnaire de placement. Nous allons importer la classe Grid Layout, la classe JBouton et la classe JFrame. Après, dans la classe exemple qui hérite de JFrame, nous allons ajouter le constructeur auquel ou bien au JFrame, nous allons ajouter le titre Grid Layout avec la méthode setTitle. Ensuite, nous allons changer ses dimensions avec setSize. Après, nous allons placer le JFrame au centre de notre écran avec la méthode setLocation relative to null. Ensuite, nous allons programmer le bouton croix rouge, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer dessus, le frame va être fermé avec l'instruction setDefaultCloseOperation jframe.exitOnClose. Ensuite, nous allons utiliser le gestionnaire de placement qui s'appelle Grid Layout avec l'instruction, bien sûr, l'instruction setLayout. Donc, on va faire this.setLayout. This veut dire c'est le JFrame. Nous allons appliquer dessus le layout suivant, New Grid Layout. Et là, nous allons donner le nombre de lignes ainsi que celui des colonnes.
c'est-à-dire nous allons réserver 3 lignes et 2 colonnes pour ce gestionnaire de placement. Ensuite, nous allons ajouter les différents boutons au content span de JFrame. Dans ce cas-là, nous allons faire this, qui veut dire JFrame.getContentSpan, .add. Nous allons ajouter le premier bouton qui va contenir l'étiquette 1. Ensuite, nous allons ajouter le deuxième bouton étiquette 2 qui va être placé à droite. Et puis, nous allons ajouter le 3, le 4 et le 5. Donc, ils vont être placés sous forme d'un tableau. Une fois ajoutés les 5 boutons au content span de JFrame, dans ce cas-là, nous allons rendre le frame visible avec l'instruction setVisibleTrue. D'accord? Et dans le mail, nous allons faire appel au constructeur de la classe qui va nous afficher les boutons sous la forme d'un grid layout contenant 3 lignes et 2 colonnes. Voilà une remarque assez intéressante. L'idéal lors de l'utilisation des gestionnaires de placement est la combinaison de l'ensemble des gestionnaires à travers des panneaux intermédiaires, c'est-à-dire les J-panels, afin d'obtenir l'apparence désirée. Supposons que nous avons le J-frame suivant. Donc, comme vous le remarquez, il contient plusieurs composants. Et notre objectif, c'est de créer un panneau ou bien une fenêtre qui est similaire à celle-là. Donc, avec un seul gestionnaire de placement, nous ne pouvons pas créer le même frame. C'est pour cette raison, il est nécessaire de combiner l'ensemble des gestionnaires de placement que nous avons vus tout à l'heure afin d'avoir l'apparence désirée. Donc, comme première opération, nous allons appliquer un border layout qui va contenir les 3 emplacements suivants. Il y a l'emplacement East, c'est-à-dire l'Est, l'emplacement Sud et l'emplacement Centre. Donc là, nous allons mettre les différents cases à cocher à droite ou bien dans l'emplacement Est, les boutons OK annulés dans le Sud et ce qui reste, le nom, le prénom, l'adresse, sexe, homme, femme, nous allons les placer au centre. D'accord? Maintenant, nous allons passer pour parler de la partie centrale, qui, elle aussi, nous allons la diviser ou bien la placer avec le gestionnaire de placement Border Layout, contenant uniquement les emplacements nord, centre et sud. D'accord? Dans le centre, nous allons placer le label du nom, la partie du texte nom, prénom, la partie du texte pour le prénom et le label pour l'adresse. D'accord? Pour le centre, nous allons mettre le JText Area. D'accord? Et pour la troisième partie, c'est-à-dire le sud, nous allons placer l'étiquette sexe plus les 2 boutons radio, homme et femme. Ça marche? Ensuite, nous allons passer pour parler de la partie nord. Donc, dans la partie nord, nous allons utiliser un grid layout. D'accord? Dans lequel nous allons avoir 5 lignes et une seule colonne. Une ligne pour le label du nom, une ligne pour la zone de saisie du nom, une autre pour le label prénom, une autre pour la zone de saisie du prénom et la 5e pour le label de l'adresse. D'accord? Ensuite, il y a l'étiquette ou bien le label sexe et puis le bouton radio homme et femme. Alors, pour ces différents composants, nous allons appliquer un flow layout du moment que les éléments sont placés de gauche vers la droite. Et finalement, il y a les 2 boutons OK annulés qui se trouvent au sud du premier panneau auquel nous allons utiliser le gestionnaire de placement Flow Layout. Donc, si on veut récapituler, nous allons utiliser 6 panneaux pour avoir l'apparence suivante. Il y a le panneau central de type Border Layout.
deuxième border layout, troisième grid layout, puis le quatrième, puis le cinquième et le sixième pour les boutons OK et annulés. D'accord? Vous allez voir sur les diapositives qui vont suivre les différentes étapes qui nous permettent de créer le J-frame avec l'apparence désirée. Donc au début, nous allons appliquer le premier layout ou bien border layout. Ensuite, nous allons ajouter le deuxième. Voilà, dans le centre, nous avons ajouté le gestionnaire de placement border layout avec le nord, le centre et le sud. Ensuite, dans la partie nord, nous allons ajouter grid layout. Ensuite, dans la partie est du premier panneau, nous allons ajouter les différents sports. Ensuite, nous allons ajouter les panneaux 5 et 6. Donc, le premier panneau contient sexe, homme et femme. Et le sixième contient les boutons OK, annulé. Donc, comme vous le remarquez, j'ai essayé d'utiliser tous les composants de type bouton parce que nous n'avons pas encore vu les différents composants de Java, c'est-à-dire les boutons radio, les cases à cocher, les labels et les zones de texte. Maintenant, nous allons passer pour parler de la section 5 qui parle des étiquettes ou bien la classe JLabel. Le composant JLabel permet d'afficher un texte ou bien un libellé, une icône, une image ou bien les deux à la fois. Le texte du composant JLabel n'est pas éditable par l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas le changer. Nous allons voir ici le constructeur de la classe JPanel qui a été surchargé plusieurs fois. Donc, lorsqu'on appelle le constructeur, on peut l'appeler avec une icône, c'est-à-dire l'icône qu'on veut utiliser comme une étiquette. Aussi, on peut ajouter l'icône plus un entier qui représente l'alignement horizontal du contenu du label. Cet alignement peut avoir l'une des valeurs suivantes. Il peut être égal à left pour placer le label à gauche. Il y a le centre pour le placer au centre, right. Il y a le leading, c'est-à-dire au premier, et trailing, c'est-à-dire à la fin. Ensuite, on peut ajouter un constructeur avec comme paramètre d'entrée une chaîne de caractères. Aussi, on peut utiliser le constructeur avec une chaîne de caractères, une icône et un argument qui représente l'alignement. On peut aussi utiliser le JLabel avec une chaîne de caractères et l'alignement et un constructeur sans paramètres. La création d'icônes fait appel à la classe ImageIcon. Donc, si vous voulez utiliser des labels de type icône, donc vous allez sûrement utiliser ou bien faire appel à la classe ImageIcon qui possède un constructeur permettant de lire l'icône à partir d'un fichier qui peut, ou bien cette icône peut être de format GIF, de format JPEG ou bien PNG. Voilà des exemples de déclarations de différents types de JLabel. Voilà LNOM, c'est un objet de la classe JLabel qui contient la chaîne nom. Donc là, en entrée, on a de type string. Ensuite, nous allons créer une image 1 de type icône. Pour la créer, nous allons utiliser la classe ImageIcon dont on a parlé tout à l'heure et qui demande en entrée le chemin complet vers une image qui peut être de format GIF, JPEG ou bien PNG. Ensuite, nous allons créer un label de type image, l'image. Donc là, nous allons appeler le constructeur avec un paramètre en entrée de type icône. Ok, image 1. Et finalement, il y a la création d'un label qui contient une combinaison de strings, d'images et d'alignement horizontal. C'est-à-dire c'est un entier qui représente la position dans laquelle nous souhaitons ajouter le label. D'accord? Donc L-Combi est une étiquette qui contient la chaîne nom, une image et puis placée au centre.
Voilà quelques méthodes de la classe JLabel. Il y a la méthode setText et getText qui permettent d'attribuer ou bien retourner le texte dans le label. Ensuite, il y a setIcon et getIcon qui permet d'attribuer ou bien retourner une image qui se trouve dans le label. Il y a setDisplayedMnemonic et getDisplayedMnemonic qui permettent d'attribuer ou bien de retourner la lettre qui joue le rôle d'une alternative au clavier. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Alt L par exemple pour aller à une étiquette quelconque, à un label quelconque. Au lieu d'aller avec la souris, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Ensuite, il y a les méthodes setLabel label4 et getLabel4 qui permettent d'attribuer ou bien de retourner le composant décrit par le label. Ensuite, il y a setDisplayedMnemonicIndex et getDisplayedMnemonicIndex qui permettent d'attribuer ou bien retourner un indice indiquant quel caractère du texte doit être décoré pour représenter le mnémonique. Ceci est utile lorsque vous avez deux instances du même caractère et que vous souhaitez décorer la seconde instance. Ensuite, il y a les méthodes setDisabledIcon et getDisabledIcon qui permettent d'attribuer ou bien retourner l'image dans le label quand il est désactivé. Après, il y a les méthodes setHorizontalAlignment, setVerticalAlignment, getHorizontalAlignment et getVerticalAlignment qui permettent d'attribuer ou bien de retourner la zone où le label doit être placé. Donc là, on peut placer le label à un endroit précis horizontalement et verticalement. Donc horizontalement, vous pouvez utiliser left, center, right, leading et trailing, alors que pour l'alignement vertical, il y a soit top pour le placer en haut de la fenêtre, center qui est le par défaut, et il y a le bottom pour le placer en bas. Après, il y a les méthodes set horizontal text position, set vertical text position, get horizontal text position et get vertical text position qui permet d'attribuer ou bien retourner la position où le label texte doit être placé. D'accord, celui-là c'est pour un label de n'importe quel type et ça doit être de type texte. Donc pour l'entier ou bien la position, nous allons utiliser la même notation que tout à l'heure, les mêmes constantes. Ensuite, il y a les méthodes setIconTextGap et getIconTextGap qui permettent d'attribuer ou bien retourner le nombre de pixels entre le texte et l'image du label. Et finalement, il y a le setToolTipText qui permet d'ajouter une infobulle au label. C'est-à-dire lorsque vous approchez votre souris du label, ça va vous afficher un petit message qui vous indique que va faire ce label ou bien quel est le rôle de ce label. Voilà un exemple dans lequel nous allons utiliser un label. D'abord, nous allons importer les classes dont on aura besoin. Il y a la classe Color pour ajouter des couleurs. Il y a la classe Font pour changer la fonte du texte. Nous allons appliquer le gestionnaire de placement Grid Layout et nous allons appeler toutes les classes du package Swing. Ensuite, nous allons ajouter la classe Label qui hérite de JFrame. Ensuite, nous allons créer deux objets. Le premier de type JPanel qui s'appelle Pan et le deuxième c'est Lab de type JLabel. Dans le constructeur de la classe Label, nous allons ajouter un titre à notre JFrame. Donc le titre va être égal à Label. Le voilà, il va être placé sur la barre de titre. Après, nous allons changer les dimensions de notre JFrame qui aura 300 de largeur et de 100 de hauteur. Après, nous allons programmer le bouton croix et puis nous allons placer la fenêtre ou bien le JFrame au centre de notre écran avec la méthode setLocationRelativeToNull.
Après, nous allons accéder au panneau, c'est-à-dire nous allons faire des petits changements sur le panneau. Donc, nous allons changer sa couleur de background avec la méthode setBackground color.white. Donc, nous allons appliquer la couleur blanche sur le background de notre panneau. Ensuite, nous allons appliquer le gestionnaire de placement grid layout dessus avec la méthode setLayout. Ce grid layout va contenir une seule ligne et une seule colonne. Après, nous allons définir une police. Avec la classe font, nous allons déclarer un objet de type police qui s'appelle police et qui aura les paramètres suivants. Donc, il y aura Tahoma pour la police, il y a bold, font date bold et puis la taille 14. Après, nous allons accéder à la variable, bien à l'objet lab, auquel nous allons appliquer le font qu'on vient de définir, c'est-à-dire le texte du label va être de type Tahoma, bold et 14. Ensuite, nous allons changer la couleur du foreground, c'est-à-dire la couleur du texte, avec l'instruction set foreground. Et là, nous allons donner la couleur du texte qui est égale à blue, color.blue. Ensuite, nous allons changer la position horizontale du label, c'est-à-dire avec l'instruction suivante, lab.setHorizontalAlignment, glabel.leading, c'est-à-dire elle va être placée au début. Ensuite, nous allons attribuer un texte au label avec la méthode setText. Le texte qu'on va attribuer, c'est la classe glabel, la voilà. Après, nous allons afficher sur la console le texte qui se trouve dans le glabel avec l'instruction lab.getText. Après, nous allons attribuer un raccourci clavier à notre label avec l'instruction suivante, lab.setDisplayedMnemonic L, c'est-à-dire le raccourci c'est L, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur Alt L, c'est comme si on va cliquer sur le label, il va être activé. Après avoir fait toutes les opérations de modification sur le label, nous allons maintenant l'ajouter au panneau avec l'instruction pan.addLab. Nous allons ajouter le label au panneau. Et après, nous allons ajouter le panneau au JFrame. Et finalement, nous allons rendre le JFrame visible avec l'instruction setVisibleTrue. Et de cette manière, nous allons avoir l'apparence suivante de notre JFrame. Passons maintenant à la classe image icône qui traite les images. Donc, pour récupérer un fichier image et ensuite pouvoir l'afficher, nous allons utiliser la classe image icône. Cette classe encapsule une référence à un objet de type image. C'est cette référence qui nous est utile pour faire du traitement et notamment pour l'afficher sur la zone correspondante. Nous allons voir ensemble un ensemble de méthodes de la classe image icône. Son constructeur a été surchargé plusieurs fois. Il y a le constructeur par défaut qui permet de construire une icône vide. Après, il y a un deuxième constructeur qui permet de construire une icône à partir d'un tableau de bytes. Et puis, construire une icône à partir d'une image, à partir d'un chemin vers un fichier qui est sur le disque, ou bien à partir d'une URL ou bien d'une localisation sur le net. Ensuite, il y a getIconHigh qui permet de renvoyer la hauteur de l'image. Respectivement, on peut retourner la largeur de l'icône avec la méthode getIconWidth. Après, il y a la méthode getImage qui permet de récupérer l'image. Ensuite, il y a paintIcon qui propose des tracés supplémentaires à l'endroit spécifié. Donc, on va préciser la surface, X, Y, etc. Et finalement, il y a la méthode setImage qui permet de proposer une nouvelle image à l'icône. La classe ImageIcon est une classe très intéressante, mais elle est bloquante au moment du chargement du fichier image.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser la classe ImageIO qui possède une méthode statique qui s'appelle read. Aussi, on peut utiliser la classe BufferedImage qui hérite de la classe abstraitEmage. Voilà un exemple dans lequel nous allons utiliser des labels contenant des images et des icônes. D'abord, nous allons importer les différentes classes du package AWT et du package Swing. Nous allons ajouter une classe qui s'appelle par exemple ImageIcon et qui hérite de JFrame. Dans le constructeur de la classe, nous allons attribuer un gestionnaire de placement FlowLayout à notre JFrame. Ensuite, nous allons créer différents objets. Nous allons créer une première label 1, qui va contenir le texte suivant, label 1. Ensuite, nous allons créer une icône de la classe ImageIcon qui va contenir le nom d'une image avec son extension PNG, GIF ou bien JPEG. Après, nous allons attribuer cette icône à notre JLabel, c'est-à-dire notre JLabel va contenir une icône. Lors de l'appel du constructeur, nous allons mettre le nom de l'icône en entrée. Et finalement, nous allons créer un troisième label qui va contenir 3 paramètres. Le premier, c'est la chaîne de caractères, bien le nom qu'on va attribuer au label. Deuxième paramètre, c'est l'image ou bien l'icône qu'on va associer à ce label. Et finalement, il y a l'alignement, c'est-à-dire l'endroit où on va placer ce label. Là, on a précisé le centre. Donc, après avoir créé les 3 labels, nous allons maintenant les ajouter au JFrame avec la méthode add. Donc, add label 1, add label 2 et add label 3. Dans la méthode main, nous allons créer un objet de la classe ImageIcon. Ensuite, nous allons appeler la méthode pack avec l'instruction frame.pack. Donc, la méthode pack permet de donner une dimension à JFrame en fonction des composants qu'elle va contenir. Si elle va contenir un petit nombre de composants, donc le frame va être petit. Si le frame contient un grand nombre de composants, donc le frame devrait être plus grand. Donc pack, ça veut dire que le frame aura la taille des composants qui se trouvent dedans. Après, il y a la méthode setVisible qui permet de rendre le frame visible. Et finalement, on va programmer le bouton croix afin de fermer le frame une fois cliqué dessus. Donc voilà le résultat qu'on va obtenir. Donc au début, il y a le label 1. Pour le deuxième objet, label 2, il contient une image, bien une icône. Et le troisième contient les deux, contient une image ou bien une icône ainsi qu'un texte.